Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble comment Rolex défie la crise. Ensuite, on va se faire plaisir. 2 pièces organiques, historiques, iconiques, rarissimes. Et enfin, une rencontre avec un jeune passionné de l'histoire Rolex, qui a acheté plusieurs pièces et qui vraiment s'investit à fond dans l'histoire et dans les modèles. Et vous allez voir que c'est très sympathique. Maintenant, nous allons vous présenter une grande plongeuse, une montre qui est une légende. Alors cette montre est très difficile à trouver parce que beaucoup de pièces sur ces modèles-là ont été remplacées par Rolex. Cette-ci, d'où elle est référence 1665, a la chance d'avoir sa boîte et ses papiers d'origine, ses goodies et ses publicités. Voilà la boîte d'origine, une pièce de 81. Avec une patine exceptionnelle, une qualité incroyable, une exceptionnelle patine coquille d'œuf. La montre est parfaite, grande plongeuse. Il y a eu beaucoup de casses. Ces montres-là étaient achetées des plongeurs, il y en a eu beaucoup de perdus, il y en a eu beaucoup d'abîmés, il y a eu beaucoup de casses, mais c'est très rare. Cette montre a subi un SAV Rolex, où rien n'a été changé naturellement, mais le verre est un verre de service Rolex en organique. Le verre de service Rolex, là-dessus, il n'est pas beau. Il n'est pas beau parce qu'il est plat. Ça, c'est très plat comme verre. C'est léger et haut, cheminé et plat. Nous allons remonter dessus un verre de matière d'origine, la fameuse référence T39, et qui va embellir la montre. Ça va redonner une beauté exceptionnelle à la montre. Ça va complètement changer la beauté du cadran, la beauté des index et surtout la beauté de la patine. On a une forme parfaite de galbe. Et ça embellit les cadrans, ça embellit les index, ça donne une autre dimension à la qualité de la montre. Mais c'est vraiment dans les formes et dans les matières d'origine. Voilà jusqu'où nous poussons notre perfection. C'est la réplique des verres d'origine. Voilà. La matière, c'est un mélange de composants plastiques durs. Alors naturellement, ça se raye facilement. Vous passez, vous rayez la montre, mais ça se repolit. Ça se repolit 15-20 fois. Et lors d'un gros choc, ça se fend seulement. C'est-à-dire que ça protège le cadran. Et sachez aussi qu'au fil des années, c'est un verre qui se cuit. Donc, obligé de le remplacer tous les 20-30 ans, il se cuit le verre. C'est des montres qui allaient souvent au soleil, à la mer, l'iode, ça a cuit les verres. Un verre organique comme ça vaut 400 €. C'est pas donné, mais ça reconstitue la valeur de l'époque. Alors naturellement, c'est un petit investissement, mais vous le regagnez en qualité. Ça, c'est un côté technique que je tenais à vous expliquer. Nous sommes pour la perfection de ce genre de pièces. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la crise. Je le répète, et je ne cesserai de le répéter. Il ne faut pas oublier que sur Rolex, il y a 3 marchés. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Et vous avez naturellement ce marché des neufs qui chute et qui va encore chuter dû à leur fabrication. Ensuite, vous avez un phénomène de ciblage sur les modèles. On s'aperçoit que les modèles Tutor ont plongé grave. C'est-à-dire que le Tutor, en France, les gens ne veulent plus porter de Tutor. Moi, j'ai soldé quelques pièces en Tutor à des clientèles étrangères, monégasques, voilà, bref, dû au fléau de l'arrachage de montres. Ensuite, vous avez ces pièces organiques historiques. Moi, je suis désolé, elles ne baissent pas. Au contraire, on a une nouvelle clientèle qui veut diversifier, qui arrive dans le côté patrimoine des choses. C'est-à-dire qu'ils achètent pour leur famille, ils achètent un peu comme ils achètent des œuvres d'art et comme ils achètent de l'or. Ensuite, vous avez le marché des vintage. Et le marché des vintage, il s'est bien tassé, de 10 à 15%, je le répète, ça c'est des réalités qu'on constate sur le terrain. Ce marché-là, nous avons énormément de vendeurs, nous sommes face à beaucoup de vendeurs. Ceci dit, le problème, c'est que les gens ont acheté n'importe quoi. Il y a eu un mouvement de folie. Il y a des journées, on nous propose entre 8, 10, 12 Rolex. Le problème, c'est que déjà, sur des verres saphir, quand vous n'avez pas les papiers d'origine, on n'est pas là. Ensuite, on vérifie la qualité. Donc, il y a un problème de ciblage sur les modèles. Et c'est là qu'on doit faire très attention à ce qu'on achète, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu.
Alors, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça fait partie du créatif Rolex. Alors, cette montre, je l'ai vue arriver sur catalogue, mais comme je me prononce jamais sur catalogue, comme j'ai expertisé jamais une photo sur catalogue, sur photo, je l'ai vue arriver, j'y ai cru. Voilà, la célébration. Elle est en toute petite fabrication, et il paraît qu'ils vont l'arrêter. Donc c'est des montres qui vont subir une plus-value énorme très rapidement, ainsi que les 39 et 40 qu'ils ont fait en rouge, en jaune, en Tiffany et tout, elles ont accéléré les développement parce qu'ils se sont aperçus que sur ces montres comme ça, ils gagnaient pas suffisamment leur vie, donc ils ont arrêté très peu, et ces montres-là, avec une forte demande, passent en plus-value extrême. Là, vous êtes dans le cas où elle est vendue 2 fois et demi, 3 fois le prix du neuf. Ça me plaît parce que c'est jeune. C'est complètement réussi. Elle est originale, elle est colorée, elle est belle. Alors je vois plus, bien sûr, un côté été, un côté femme. Pour moi, bravo. Là, bravo Rolex, je plébiscite. Ça m'a plu. Ça montre que Rolex a un côté créatif, hein, voilà, c'est tout. Mais pour que je l'ai en stock, c'est qu'elle me plaît. Voilà. Il faut savoir aussi, ne pas oublier que Rolex, leur véritable fortune incroyable, incalculable, c'est l'immobilier. Ça, faut pas l'oublier. La force de Rolex, c'est surtout l'immobilier. Bon, ils aiment pas trop en parler, mais c'est colossal. C'est colossal. C'est un peu caché. C'est bon. Il y a eu quelques émissions de fait sur leur immobilier. Il y a des projets en cours qui sont faramineux. Enfin bref, c'est des choses qui sont pas très connues du grand public, mais c'est colossal. C'est des millions de mètres carrés. Ce qui fait de tout ça que Rolex est une entreprise à l'abri d'une faillite, à l'abri de tout ce que vous voulez. C'est une fondation, c'est inattaquable. Vous avez certaines marques qui peuvent tomber dans les mains de certains milliardaires. Par Rolex, je suis désolé, voilà. Ce que l'on va vous faire voir est très rare et c'est une icône que dans cette condition. 90% de ces modèles que je vais vous présenter ne sont plus avec des pièces d'origine. Naturellement, pièces d'origine Rolex, mais pas pièces d'origine de l'année de fabrication. Pièce très rare. C'est la fameuse Frittion. On n'avait pas droit à l'appellation Steve McQueen. Ça, c'est un faux baptême des Italiens qui lancent ce marché dans les années 90. C'est une montre qui a toutes ses pièces d'origine et qui est restée d'une qualité et d'une patine assez extraordinaire et exceptionnelle. Vous avez sa boîte d'origine, vous avez ses papiers d'origine. Alors, la montre, la Frittion, elle a appartenu à un grand collectionneur qui l'a passé en service chez Rolex et qui a dit à Rolex, vous ne touchez à rien, ok? Papier de service, papier d'origine, incroyable. La montre est 79. Et là, cramponnez-vous parce qu'elle a une patine tangerine qui est assez exceptionnelle. Voilà. Voilà l'objet. Vous avez une qualité incroyable. Et ça c'est tombé dans les mains d'un collectionneur qui a senti, dans les années 90, qui a senti le marché se développer et qui les a préservés. C'est une montre qui avait la particularité de prendre des coups. L'insert préservait beaucoup. Donc, en SAV, vous avez beaucoup d'inserts qui ont été changés. Les inserts sont introuvables, on n'en fabrique plus. Regardez la qualité de ce boîtier-là. Incroyable, avec son bracelet d'origine. On va la passer au poignet, quand même. On va faire le petit essayage. Voilà. C'est rarissime que je rentre une Frittion dans cet état-là. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai donné 3 coups de téléphone, le deuxième client était acheteur. C'est magnifique. Quelques jours, nous avons rencontré un jeune passionné de Rolex avec qui nous avons un échange extraordinaire et tourné un vlog qui, à mon avis, va vous plaire. Voilà, je vous présente un jeune qui est rentré sur le marché depuis les années 2020, Moustapha, animateur de vente, passionné Rolex. Tu as fait 2 ou 3 achats sur Rolex déjà? Plusieurs déjà, j'en ai acheté, j'en suis à ma 6e pièce. 6e pièce, bravo, bravo. 6e pièce. Et Moustapha va me poser des questions sur l'histoire et l'historique Rolex. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir pourquoi les Rolex de collection sont-elles une valeur refuge, enfin devenues une valeur refuge? Elles sont devenues une valeur refuge depuis quelques années par les ventes de Genève où les records se battent. Et c'est la rareté et la qualité du produit et c'est un marché mondial.
Alors la deuxième question, c'est les années 70, 80, 90, début 2000, donc les gens achetaient des Rolex, sans se soucier que ces montres allaient prendre beaucoup de valeur. À l'époque, on pouvait porter des Rolex en toute sécurité. Bien sûr, l'arrachage de montres a fait des dégâts sur le marché. Ceci dit, les dégâts sont en baisse. Nous avons une très bonne police. Beaucoup d'arracheurs de montres se sont fait arrêter. Alors l'histoire de la Comex est quand même fabuleuse. Société marseillaise, ces hommes qui sont descendus à une profondeur extrême, je crois, 1 kilomètre, si je me trompe pas. Non, non, la plongée record, c'est une plongée Hydra à 525 mètres. Une Comex qui est sortie au poignet d'un plongeur sous la cloche à 525 mètres. Et l'histoire, la relation Rolex-Comex, elle est fabuleuse. Ils ont sorti à peu près 2800 Rolex-Comex. On sait qu'actuellement, vu notre degré d'expertise, il en reste plus que 1000 de bonnes parce que le SAV a fait des dégâts. Ensuite, il y a eu les historiques, c'est-à-dire ces plongées Hydra. Je vais te faire un modèle tout à l'heure. Je t'ai réservé une surprise. Et il y a eu ce qu'on appelle les Comex de secrétaire, c'est les Versaphir des années, la série de 2003, la série de 2008, qui n'ont en aucun cas plongé. Donc il y a deux marchés il y a toutes les historiques, et il y a les Versaphir des années 2003, les séries 2003, qu'on a baptisé les Comex de secrétaire. Mais il n'y a pas eu que la Comex. Je travaille, il y a eu les 1000 montres faits par le Bexley, le SAV anglais, pour les commandos, les militaires anglais, qui est une histoire également fabuleuse. Je ferai une vidéo sur ces montres-là. Et actuellement, je travaille sur les montres portées par les militaires sur la guerre du Vietnam. J'ai découvert à Da Nang, il y avait une agence Rolex qui vendait, et surtout des GMC, aux pilotes d'hélicoptères. Ce sont des magazines d'époque qui nous racontent toute l'histoire du Vietnam de A à Z. C'est des documents incroyables. Vous voyez, par exemple, là, une photo, il porte une Rolex, une des dates. Donc j'ai visualisé des centaines pour analyser l'impact de cette marque-là. Fameuse bataille de Dak To, la cote 400, incroyable. La guerre du Vietnam, c'est ma génération. Au Vietnam, vous avez leur base militaire de Da Nang, énorme, qui coupait le Vietnam du Nord par rapport au Vietnam du Sud, où là, j'ai appris qu'ils avaient une agence Rolex. Alors, qui vendait surtout des GMT Pepsi aux pilotes d'hélicoptères et aux pilotes de chasse. Il y a une dizaine d'années, j'ai vendu un produit magnifique venant de cette agence de Da Nang. Je me souviens, j'ai vendu 16 000 €. La montre, elle n'a plus de prix. Alors, en 10 ans, j'en ai pas revu d'autres, quoi, vous voyez. Mais j'ai appris. Ce militaire-là, engagé au Vietnam, portait une Datejust 36 mm, acier or, bracelet jubilé, certainement cadran noir ou bleu, voilà. Très résistante, étanche, automatique. Et ils n'avaient pas besoin de SAV, ça tombait pas en panne hein, sur les terrains opérationnels de combat, comme chez Guevara ou comme voilà. Bah là, à l'époque du Vietnam, une Rolex valait 200 $. Hein. Un marine s'engageait, gagnait, je sais pas, 10 fois plus. Et ils pouvaient acheter des Rolex, les mecs. Incroyable. Quand on rentre dans cette belle boutique, dans votre boutique, on sent quand même cette passion Rolex, cette odeur un petit peu de limite de patine, ces belles photos. C'est quand même une belle réussite. Hein. Moi, j'étais multimarque jusqu'en 2010, et puis j'ai toujours eu la passion Rolex. C'est-à-dire qu'un client qui rentrait, qui ne savait pas ce qu'il voulait, il repartait qu'une Rolex. Après, j'ai arrêté le multimarque, et paris risqué à l'époque, mais paris gagné. J'ai eu cette visibilité sur le marché Rolex, de la collection due à l'histoire. C'est ça. Et donc vous dites que c'est les Italiens qui ont lancé donc Complètement. J'ai vécu cette histoire. Les Italiens qui, à partir des années 90, 92, ont lancé le marché. Le marché Rolex, c'est les Italiens. C'est des gens qui ont énormément de goût dans l'automobile, dans la couture, et je les ai vus partir en 92. Et c'est un marché qui n'a jamais été volatile, hein. Complètement. Là, il y a une grave crise, mais bon, Rolex gère la crise en rigolant. Quoi, on la sent quand même, cette crise. Hein. On sent, ah oui, elle est violente. Alors là, la France est un pays à l'arrêt, complet. Et Rolex tire son épingle du jeu. Ceci dit, la France représente que 2% du marché
Rolex mondial, hein, c'est ça aussi. Et qui détient les plus belles pièces en Europe ou dans le monde? Hong Kong, D'accord. Londres, la City a de très très grosses pièces, énormément. Les États-Unis aussi, il y a de gros collectionneurs. Est-il plus rare de trouver une Rolex Daytona Paul Newman full set en bon état ou une Comex? Paul Newman, très difficile à trouver. Je le répète, il nous en reste, vu les expertises que nous faisons sur le terrain, naturellement, je pense qu'il nous reste plus que 400 ou 500 très très belles Newman. D'ailleurs, quand c'est très beau, ça bat les records à Genève. Il y a pas longtemps, sur le marché français, il est passé une Newman cadran tropique. Elle avait été estimée ridiculement bas, du genre 150 000 euros. Elle a fait 700 000 euros. Elle était exceptionnelle, avec une patine exceptionnelle. C'est vrai que la difficulté, c'est de trouver une belle Newman. Les belles Comex, le côté vert organique avec une belle histoire, font quand même des prix records. D'ailleurs, je t'ai préparé une surprise. Je vais te faire voir une Comex très rare. Voilà une pièce rarissime, qui est, comme on dit, dans son jus, une plongée Hydra, avec la gravure au dos de la pièce du plongeur, avec ses papiers, c'est incroyable. Elle a encore l'ADN du plongeur. Alors, ne me demande pas le prix, parce que je ne le saurai jamais. C'est mieux pour avoir ce genre de prix-là, il faudra la mettre aux enchères à Genève. Cette montre-là a subi une pression incroyable, plusieurs tonnes par centimètre carré. Donc, nous avons les papiers de cette montre-là, avec le numéro de référence. Voilà. C'est 660. Triple 6. Triple 6, ouais. Voilà. Et voilà un peu, avec une patine de tritium incroyable, mais le cadran a été touché par une forte plongée. Le cadran Spider. Donc la peinture du cadran a souffert, mais elle est vraiment dans son jus. Et je te dis, elle a l'ADN du plongeur, un des grands plongeurs de la Comex. Voilà, qui a eu l'intelligence de la vendre en fin de parcours. C'est-à-dire que beaucoup de plongeurs de Comex ont négocié des Comex à 10, 15 000 euros, et maintenant, ça a atteint des prix de fou. Voilà, prends-la en main et tu vas voir un peu la beauté de cette pièce-là. On voit que la peinture a été touchée par des hautes pressions. Elle a subi. On voit que le cadran a quand même été impacté. Voilà, impacté, exactement. Le verre aussi. Oh, le verre, c'est rien, ça change. Voilà une Comex qui a toutes ses pièces d'origine, une plongée Hydra, et c'est ça qui est intéressant, c'est incroyable. Ah, c'est une œuvre d'art, hein. Ouais. Une véritable œuvre d'art. Hein, vraiment. Il y en a qu'une. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. Voilà. Est-ce que je peux la porter au poignet? Bien sûr. Je l'ai sorti du coffre que pour toi, tu vois. Tu vois, il y a au moins une pièce historique. Je me permets là. Ouais. Ça me va bien en plus, hein. Une Comex exceptionnelle. Alors moi, je pourrais dire au moins une fois dans ma vie, j'ai porté une Comex au poignet. Il se passe quelque chose. Ouais, il se passe, ouais. Comme vous dites, il se passe quelque chose. Ouais. Non, c'est très beau. C'est un rêve, hein, de porter une montre comme ça. C'est pas permis à tout le monde. Bah, tout d'abord, je tenais à te remercier parce que il y a cette passion et curiosité en toi, mais c'est surtout ta passion. Et tu fais partie d'une nouvelle génération de jeunes qui s'intéressent à Rolex. Et ça, c'est incroyable. C'est vrai que j'ai quand même été... moi, je vous ai découvert à travers vos vidéos donc, sur YouTube. Oui, bien sûr. Et honnêtement, j'ai été... je suis devenu un passionné Rolex, quoi. Ouais. J'ai attrapé le virus. Ouais, un bon virus. Merci à toi et n'hésite pas.